mesmo assim o céu estava azul. Namor é tempo, a folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul. Parfait. Je pense que malgré qu'il y a encore des gens qui rentrent, je me sens prête pour ouvrir cette table rouge numéro 9. Merci pour la musique. Yay! Et un grand bienvenue tout le monde. Je suis vraiment super touchée d'être avec vous ce soir. On est hyper content de vous retrouver pour cette édition de la rentrée et du solstice d'automne. Et ça me touche vraiment parce que normalement, c'est quand même un espace quand même assez féminin. Puis là, ce soir, j'ai vu qu'il y a plein de gars. Puis ça me touche de voir la présence masculine aussi ce soir dans cette édition sur la sexualité authentique. Donc un grand merci d'être ici présent. Puis on a vraiment hâte parce que cette table rouge est juchée de belles surprises qu'on vous a préparées pendant notre pause d'été. Donc en premier, je voulais vraiment présenter l'équipe sans laquelle tout ça ne serait pas possible. Donc il y a Anthony et Juju qui sont à la technique et dans le chat, qui vont s'assurer que tout se passe bien pour vous. Puis si vous avez des questions ou des petits problèmes techniques, ils vont répondre le mieux qu'ils peuvent. Puis il y a aussi Daphné qui fait partie de l'équipe qui est notre scribe. Donc elle prend des notes et en fait notre intention c'est de vous envoyer un recap de cette table rouge. Donc pendant l'événement, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, vous pouvez être pleinement présent, apprécier le moment qu'on va vivre ensemble. Donc voilà, on vous enverra un recap avec tous les liens et aussi les intervenantes de ce soir. Donc voilà, yay! Donc en gros, je voulais aussi faire une petite parenthèse pour préciser qu'est-ce que c'est la table rouge, parce que Madame Lobary, c'est bien évidemment pas juste la meilleure culotte menstruelle qui existe sur la planète et qui change la vie des milliers de femmes à chaque mois. C'est aussi comme une mission sociale et environnementale qui passe par l'éducation puis la communauté. Donc, le but de la table rouge, c'est d'inviter à chaque mois des personnes de milieux différents, des personnes diversifiées pour venir enrichir justement nos connaissances puis élargir notre perspective pour mieux nous comprendre puis mieux comprendre notre monde, le monde qu'on crée. Et donc, on a tout quelque chose, un jour ou un autre, qui nous a fait comme rocher, que ce soit dans notre corps, dans une situation. Donc, le fait qu'on puisse avoir des outils pour mieux se comprendre, pour mieux prendre soin de nous, pour plus nous aimer, ça va irrévocablement irradier de l'amour autour de nous, puis dans le monde. Donc, voilà pour l'intention générale de la table rouge. Puis cette table rouge en particulier est sur la sexualité authentique, donc clairement un sujet qui a été sous-traité à l'école par rapport aux mathématiques ou à la géographie, mais par contre qui est quand même bien plus clé dans notre quotidien. Donc c'est un univers que ça nous fait un plaisir de démystifier pour nous libérer de tous ces tabous et de préjugés. Donc ce soir, c'est avec un grand plaisir qu'on va passer un moment avec Léa Séguin. Donc c'est vraiment dans cet arc-en-ciel de diversité qu'on veut vous souhaiter de tout cœur la bienvenue à chaque personne, à chacune d'entre vous ici présente. Et c'est aussi, je veux vraiment vous souhaiter de tout cœur de profiter de cette opportunité parce que c'est assez unique de pouvoir être proche d'une spécialiste puis de lui poser des questions. Mais aussi, surtout, s'il y a des moments qui vous touchent ce soir ou des moments qui vous enrichissent, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos mères, vos fils, vos pères, vos filles, pour que tout le monde puisse profiter. Puis si cet événement vous a plu, partagez-le avec vos proches et votre entourage. Donc, on a préparé quelques petites surprises cet été, dont une dont on est vraiment super excités. C'est la Villa Lobary. La Villa Lobary, en fait, on s'est rendu compte que pendant les tables rouges, c'était vraiment incroyable. Il y avait comme une sorte de pétillement, d'enthousiasme, d'entraide qui se passait durant la table rouge, soit dans le chat, soit par les réactions, les commentaires qu'on a eus par après. Donc, on s'est dit que ce serait vraiment cool si on pouvait créer un événement après la table rouge où justement les personnes puissent venir comme interagir,
co-créer, s'entraider, s'inspirer, partager les projets. En fait, juste, comment dire, oui, enrichir l'intelligence collective, en fait. Donc, on a créé la Villa Lovari avec l'aide d'une plateforme qui s'appelle Agora. Donc, après cet événement, on va vous inviter à venir partager un moment dans la villa. Donc, on mettra le lien à la fin du chat. Donc, voilà. Ça, c'était la grosse surprise. On est vraiment excités. J'espère que ça va vous plaire. Puis aussi, pour la pause artistique, j'ai mon amie Zila qui va nous illuminer sur l'incroyable monde du recyclage. C'est une personne, dans sa mission, c'est la sensibilisation autour du tri des matières pour des événements, pour les rendre plus éco-responsables et aussi de sensibiliser directement les familles et les maisons en analysant le contenu de leur bac et en donnant des conseils sur le recyclage. Donc, voilà, en gros. Vous pouvez aussi nous encourager en participant, en faisant des petits applaudissements virtuels, en faisant des cœurs, en faisant des « youha », en envoyant de l'amour dans le chat aussi. Puis, sans plus tarder, je vous passe Juline qui va vous parler du tirage de cadeaux qu'il y aura pendant l'événement. Merci, chouchou Olivia. Allô tout le monde, merci d'être présent. Là. Je vois qu'on est beaucoup de monde, donc énormément de personnes, énormément d'énergie en même temps. Fait que c'est vraiment cool. Puis, dans le fond, à la fin de l'événement, vers, je dirais, 8h30, avant qu'on se déplace vers la plateforme Agora, on va faire un tirage. Donc, aujourd'hui, on a 2 choses à faire tirer, donc il va y avoir 2 gagnantes. Il va y avoir une culotte Lovari, un modèle bikini, puis il va aussi y avoir une belle affiche du Club Sexu. Donc, merci Léa de nous offrir ça, puis de l'offrir à une grande gagnante. Sinon, autre chose, on encourage vraiment de mettre la caméra si vous voulez, comme ça on a l'impression de vraiment tous être ensemble, puis ça nous permet de voir des visages, de voir des réactions, puis c'est toujours le fun de vous voir, puis de savoir qu'on est tous là ensemble pour les mêmes raisons. Puis sinon, il va y avoir aussi la période de questions après, si je ne me trompe pas, c'est après l'intervention de Zila. Donc, il va y avoir une période de questions où là, vous allez pouvoir raise your hands dans le Zoom directement. Comme ça, vous allez pouvoir poser la question sans problème. Puis, sinon, c'est ça. En ce moment, on est aussi en live sur Facebook. On a mis ça en mode speaker view, donc on ne devrait pas vous voir si votre caméra est allumée. Puis, sinon, c'est pas mal ça. Là, on va enregistrer aussi pour pouvoir offrir à la fin, dans les prochains jours, le courriel avec la rediffusion. Puis, à ce moment-là, tout ce qui est période de questions ne sera pas enregistré. Puis sinon, c'est ça. Je vous souhaite de passer une belle soirée avec Olivia et Léa. Puis au plaisir de répondre à vos questions à la fin. Parfait. Donc, sans plus tarder, je présente Léa Séguin qui est doctorante en sexologie et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches penchent sur l'orgasme et la simulation, la communication sexuelle, les représentations sociales dans la sexualité, ainsi que les relations non monogames consensuelles. Puis, elle agit également comme administratrice puis consultante scientifique et créatrice de contenu pour le Club Sexu, donc un média spécialisé visant à fournir une éducation sur la sexualité dans un esprit ludique, divertissant et inclusif. Allô Léa! Il va falloir que tu te... Bienvenue! Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment excitée. C'est aussi comme mon premier événement comme ça sur Zoom avec plus que genre 5 personnes. Alors, ça va être pas mal énervant, mais ça va bien so far. Parfait. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Puis, la question classique qu'on pose chez Madame Lovari, c'est quand as-tu eu tes premières menstruations, puis comment as-tu vécu ça? Bon, j'avais 12 ans et demi. Là, comment j'ai vécu ça? C'était quand même assez très facile pour moi. C'était pas un gros choc. Je savais déjà qu'est-ce que c'était, puis que ça s'en venait. J'ai des parents qui sont très conservateurs, mais ma mère, elle m'avait quand même bien informée là-dessus.
Puis sinon, ça, mes premières règles étaient extrêmement légères. Alors, tu sais, zéro crampe, zéro gros dégâts non plus, c'était assez facile. J'étais pas mal chanceuse, disons, dans mes premières menstruations. Parfait, c'est un beau départ. OK. Donc, comment on définit le plaisir sexuel? Ben, tu sais, on peut le définir de plein de façons. Mais je pense que qu'est-ce qui vient en tête chez la plupart du monde quand on pose ce genre de questions-là, c'est l'orgasme. C'est quelque chose que automatiquement on va faire le lien, ou on va souvent confondre en fait orgasme et plaisir. Là, évidemment, c'est pas pour dire que des orgasmes, c'est pas plaisant. C'est tout à fait plaisant, c'est tout à fait le fun. Mais c'est que, c'est plus que ça. On confond tellement orgasme et plaisir que, on va même penser, bon, ben une personne qui n'a pas eu d'orgasme pendant le sexe, ben elle n'a pas eu de fun. Ou le sexe n'en a même pas valu la peine. Ou bien, on a tendance à faire ces associations-là. Mais on sait aussi que c'est pas juste ça, le plaisir, l'orgasme. Hein? Comme, il y en a combien d'entre nous qui ont déjà eu du sexe avec orgasme qui était bof? On en a déjà eu du sexe comme ça, là, je pense la plupart d'entre nous. Puis, conversement, du sexe sans orgasme qui était comme « Oh wow, ça c'était vraiment bon, là, c'était comme une des meilleures fois de ma vie. » Alors, tu sais, c'est quoi ça, le plaisir? Pourquoi est-ce qu'il y a du sexe qui est excellent, même quand il n'y a pas d'orgasme? Alors, tu sais, je vais quand même vous parler un petit peu d'une recherche que moi, je trouve fascinante. C'est une recherche canadienne. Alors, c'est encore plus le fun. C'est des chercheurs de l'Université d'Ottawa qui ont interviewé plusieurs personnes, au moins 65 personnes dans ce coin-là. Des sexothérapeutes, des personnes qui sortent du binaire et puis de la normativité, là, des personnes issues de la diversité sexuelle, des personnes qui sont polyamoureuses, qui pratiquent du BDSM. Puis aussi des personnes plus âgées, que ça fait au moins 25 ans qu'ils sont dans leur couple. Alors, puis que c'est tout du monde qui ont dit « Ouais, moi, là, j'ai déjà eu du sexe génial. » Alors, pour savoir un peu c'était quoi qui faisait bien, c'est quoi les bonnes choses dans le sexe. Puis, qu'est-ce qui est vraiment curieux, c'est, ben, en même temps, peut-être pas, là, c'est que dans tous les éléments qu'ils ont nommés, tu ne voyais pas l'orgasme. Il n'était même pas là. Alors, c'est quand même intéressant. Mais les choses qui étaient vraiment cool, c'était être présent. Être présent, c'était vraiment important. Faire abstraction de ce qui se passe ailleurs, en dehors de la chambre à coucher. Il y avait la connexion, une connexion vraiment forte et émotionnelle avec son partenaire, l'impression de fusionner un peu avec. Une intimité érotique, de vraiment être attentionné au plaisir de l'autre puis être connecté de cette manière-là. Les risques et l'exploration, évidemment, avec consentement. Donc, se pousser un peu les limites, essayer des choses qu'on n'a jamais essayées avant, se laisser aller. La vulnérabilité, se donner à son partenaire, ça prend quand même beaucoup de confiance. Un aspect de transcendance, d'être high, d'avoir l'impression qu'on est high, puis qu'on transcende de manière même spirituelle. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va expérimenter ça. Une communication puis une empathie extraordinaire. On va en parler un peu plus tantôt. L'authenticité, on va en parler encore un tantôt. Mais dans le fond, être vraiment soi-même puis se laisser être nu émotionnellement, alors pas juste physiquement. Alors évidemment, on n'a quand même pas besoin d'avoir toutes ces dimensions-là dans chacune de nos relations sexuelles. Des fois, ça dépend de juste nos besoins dans le moment. Des fois, on veut juste avoir une petite vite puis c'est bien correct aussi. Mm-hmm. C'est le plaisir. Puis, pourquoi, à ton avis, on simule le désir, le plaisir ou l'orgasme? Ouais, je pense que, ben, il y en a quand même beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Hein? Je pense que même dans ce groupe ici, là, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait. C'est assez commun, comme quand, par exemple, simuler son désir, faire semblant que ça nous tente d'avoir du sexe quand que vraiment ça ne nous tente pas bien, là. C'est pas si rare que ça peut arriver à jusqu'à 50% des gens à un moment donné dans leur vie. Alors, c'est quand même assez commun. Globalement, on va simuler parce qu'on a des attentes ou bien on pense que notre partenaire a des attentes. Alors, c'est juste notre perception de leurs attentes.
Fait qu'on va simuler notre désir sexuel à cause des attentes qu'on a, tu sais, par rapport au couple monogame établi. Tu sais, quand tu es en couple, tu es supposé, tu devrais avoir du sexe une fois par 2 semaines, puis si tu n'en as pas assez souvent, ben c'est qu'il y a quelque chose de pas correct avec ton couple, ou bien peut-être que c'est à cause que ton partenaire t'aime plus, ou il te trouve plus sexy, ou tu sais, c'est le début de la fin, tu sais. Alors, il y a quand même beaucoup de pression à avoir du sexe souvent, régulièrement, même quand ça ne tente pas. Alors, tu sais, on veut simuler parce qu'on veut plaire, mais aussi parce qu'on veut rassurer son ou sa partenaire, puis aussi soi-même, puis on veut être normal, tu sais, on veut être perçu comme normal. Mais cela dit, je veux quand même mettre, tu sais, il y a quand même une couple de choses que les gens devraient savoir. Alors, tu sais, c'est totalement normal d'avoir moins de désir envers son partenaire ou sa partenaire, tu sais, après un certain montant de temps dans une relation de couple établie. C'est complètement normal. C'est juste un processus d'habituation, puis à un moment donné, c'est que la passion elle diminue. Ça ne veut pas dire que ça s'en va nécessairement, c'est juste que c'est moins intense, puis le désir d'avoir du sexe, il diminue dans la fréquence. C'est aussi normal que le désir sexuel fluctue à travers le temps, tu sais, à travers... c'est naturel, tu sais, à cause du stress, à cause des grands événements de la vie, comme avoir un nouvel enfant, par exemple, ou un nouvel job, ou, tu sais, il y a toutes sortes de choses, ou même juste avoir du ressentiment vers son partenaire, ça c'est complètement normal pour sa partenaire. Mais aussi, ça c'est une chose qu'on ne sait pas trop, hein, c'est aussi correct d'avoir du sexe quand ça ne nous tente pas, pour certaines raisons. Je vais rentrer un petit peu dans les détails, peut-être, là, dans les nuances, dans les raisons. Mais c'est juste que pour beaucoup de personnes, c'est environ le tiers des personnes, là, c'est normal de ressentir du désir seulement après que les relations sexuelles ont commencé. C'est pas tout le monde qui va éprouver du désir avant de commencer la relation sexuelle. Alors ça, c'est quelque chose à garder en tête, là. Alors, si tu te reconnais dans qu'est-ce que je viens de dire, là, tu sais, que ton désir il est plus réactif, que l'appétit vient en mangeant, sache que c'est quand même normal, ça, pour beaucoup de personnes. Si on parle de simulation de l'orgasme, il y a quand même aussi des attentes liées avec ça, qui feraient en sorte que, ben c'est ça, on va simuler, là. Mais puis là, la chose que j'ai identifiée qui revient le plus, c'est le scénario classique hétérosexuel, surtout hétérosexuel, mais vraiment n'importe qui, dans n'importe quelle dynamique peut aussi ressentir le besoin de simuler l'orgasme. Mais quand que je parle du scénario classique hétérosexuel, c'est qu'évidemment, bon, il y a la pénétration qui est vraiment importante, puis qui est toujours là, dans le scénario. Alors, on commence avec, le scénario, tout le monde le connaît. On commence par s'embrasser, on se tripote, après ça, on va passer au sexe oral, notamment la fellation. Le cunnilingus, c'est pas trop, disons, ça va pas trop de soi. Puis après ça, il y aura la pénétration, puis après ça, un orgasme pour couronner le tout. Alors, c'est quand même comme une succession d'événements qui, c'est fort dans nos représentations culturelles, puis médiatiques aussi. C'est ça qu'on voit à la télévision, c'est ça qu'on voit dans le cinéma, dans la pornographie. Alors, c'est un peu normal que c'est ça qu'on tente de reproduire dans nos propres vies. Donc, il y a beaucoup de pression pour qu'il y ait un orgasme. Il faut absolument que ça ait lieu, puis c'est idéalement par pénétration selon ces représentations-là. Alors, c'est quand même beaucoup de pression, là. Est-ce que tu as des conseils pour justement sortir du scénario qui nous est un peu inculqué par la société at large? Est-ce que tu as comme des petits tuyaux pour dire genre, ouais, ben, tu sais, qu'est-ce qui... Parce que c'est drôle, tu sais, comme... Pour faire en sorte qu'on stimule moins, il faut qu'on sorte un petit peu du scénario. Mais là, c'est comme, OK, mais comment est-ce qu'on fait ça, tu sais? Comment est-ce qu'on fait juste être soi-même? Comment est-ce qu'on crée notre propre scénario, normal pour nous, tu sais? Parce que c'est beaucoup plus facile, c'est plus facile de dire que de le faire dans beaucoup des cas. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens... au fur et à mesure qu'on a des expériences sexuelles, le plus qu'on va apprendre sur soi-même et sur sa partenaire.
Puis, c'est là qu'on va commencer à comprendre que, ben, il n'y a pas nécessairement juste un modèle à suivre. Il y en a plusieurs. Tu sais, on peut faire, tu sais, il y a plus qu'un normal. Tu sais. Puis aussi, le plus qu'on connaît des choses sur la sexualité, puis, tu sais, sur comment est-ce que les choses sont pour la plupart des gens, tu sais, je suis là pour aider pour ça, là. Le plus que ça devient facile de s'éloigner de ce scénario classique-là. Alors, par exemple, quand on sait que c'est normal pour plusieurs personnes d'éprouver du désir juste après de commencer à avoir des attouchements, puis embrasser et tout, tout d'un coup, on ressent une moins grande pression à aller initier du sexe, par exemple, quand ça ne nous tente pas nécessairement, puis c'est mieux que ce soit l'autre personne qui vienne initier dans certains cas. Ou par rapport à l'orgasme, quand on sait que c'est pas normal dans le sens, comme en termes de fréquence statistique, là, que c'est pas normal dans ce sens-là que d'atteindre l'orgasme par pénétration vaginale, que c'est la plupart des femmes qui peuvent pas. La plupart des personnes qui ont un vagin qui ne peuvent pas atteindre l'orgasme vaginal, c'est normal. Alors, quand on apprend des choses comme ça devient plus facile de juste être soi-même, puis de s'assumer. Puis, c'est ça, d'être soi-même pendant les relations sexuelles. Ouais. Puis j'ai aussi l'impression que l'orgasme pourrait avoir un spectre très vaste de définition et pas juste Allô? comme défini de plein de manières différentes aussi. Excuse-moi, ça a coupé. J'ai juste compris la définition d'orgasme, ça peut être plus vaste. Oui, vraiment. Mais plus vaste que quoi? Ben que juste l'orgasme vaginal, il peut y avoir des orgasmes peut-être plus énergétiques ou... moi, la façon que je définis ça, je vais vraiment aller avec les réactions physiologiques qui sont accompagnées par un plaisir intense, puis ils sont aussi souvent accompagnés d'une espèce de relâchement, puis de satisfaction, puis de genre, cette sensation-là de « Ah ouais, moi j'ai fini ». Ça, c'est une bonne façon de reconnaître qu'on a eu un orgasme, parce que c'est quand même pas tout le monde qui vont reconnaître qu'ils ont eu des orgasmes. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas certaines s'ils en ont déjà eu un. Mais une bonne façon de les reconnaître, s'ils en ont déjà eu un, c'est cette sensation-là de comme « Ah, j'ai fini ». Puis souvent, il y a une satisfaction qui vient aussi avec ça, ou une sensation de repos, mais pas nécessairement, c'est pas pour tout le monde. Mais ouais, tu sais, ça peut être, c'est quand même plus large que juste l'orgasme vaginal, surtout considérant que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour la plupart du monde. Il faut vraiment se détacher de ce mythe-là de l'orgasme vaginal. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi, genre pour augmenter l'authenticité et le plaisir dans les relations? Quand on sort, augmenter le plaisir, ce serait vraiment sortir des scripts préétablis. Mais qu'est-ce qui est vraiment le fun aussi, c'est quand si on parle de communication, là, c'est augmenter le plaisir. Qu'est-ce qui est vraiment important, là? En tout cas, moi, je trouve que qu'est-ce qui est vraiment important dans une relation sexuelle, là, c'est d'avoir une vraiment bonne communication sexuelle. Puis là, ça peut aller de... En général, on n'est pas vraiment des bons communicateurs sexuels, pour commencer. Alors, surtout quand on commence une nouvelle relation, on va vraiment se fier au scénario hétérosexuel classique. Ça va nous... c'est sécurisant qu'il y ait un scénario. C'est comme, à la place de comme parler honnêtement, ouvertement avec ma partenaire, je vais juste me fier à ce scénario-là que tout le monde connaît. Puis là, comme ça, on peut juste avoir du fun dans le silence, puis on n'est pas obligé d'interrompre rien. Mais en général, ça ne fait pas des relations sexuelles qui sont super le fun. Je pense, pour ceux qui sont passés par là, je pense qu'on peut s'identifier. Mais sinon, si on a tendance à être des mauvais communicateurs pendant et en dehors du sexe. Puis la plupart du temps, quand on parle de communication sexuelle, ça inclut définitivement le consentement.
On a tendance à le penser en termes de communication verbale, puis notamment en termes de oui et non. Puis, dans ma recherche, les gens, ils préfèrent quand même, ils disent qu'ils préfèrent communiquer verbalement. Ils trouvent que c'est quand même quelque chose qui est plus efficace, disons, pour avoir ce que tu as besoin, puis pour vérifier des choses. Mais quand on se rend compte, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que cette communication-là est juste facile dans par rapport à certaines choses. C'est facile de parler du plaisir, de juste dire que « Ah ouais, ça c'est bon ». Ouais, continue, ou bien ça, j'aime ça. C'est facile de dire des choses qui sont positives. Ou si quelque chose est très douloureux aussi, ça c'est très facile, c'est quasiment un réflexe. Mais quand on parle des choses plus négatives, des choses qui sont un peu plus awkward, si on parle de « Ah ben non, ça je trouve ça plate, comment je vais dire ça? » Des affaires comme ça. Là, les gens ils parlent pas. Là, les gens ils ont tendance à plus s'exprimer avec du non-verbal. Alors, c'est quand même une communication sexuelle qui est importante, puis que tout le monde a déjà utilisé, qui ont déjà eu des relations sexuelles. Puis c'est pas à ignorer, c'est quand même vraiment important. Mais donc, comment on pourrait améliorer cette conversation justement pour... Ben, tu sais, il y a quand même des façons... on a aussi tendance à penser que comme... en fait, OK, si on veut parler des affaires qui sont plus inconfortables, comme disons des stimulations, des activités qui ne nous plaisent pas tant que ça, ou bien qu'on trouve désagréable, ou que ça nous dégoûte, ou des choses comme ça, la plupart des gens, ils trouvent que c'est quand même plus facile de parler de ça en dehors d'un contexte sexuel. Alors, quand que les relations sexuelles, ça fait un bout que c'est passé, là. Comme ça, parce que beaucoup de personnes vont percevoir qu'aborder ça pendant les relations sexuelles, ça va vraiment casser le mood. Puis à quelque part, c'est vrai. Parce qu'à quelque part, on leur dit un non très franc. Puis là, je ne suis pas en train de dire de jamais dire un non très franc. C'est très important. C'est une communication vraiment ouverte et claire et honnête. C'est tout le temps très bon. C'est juste que ça ne va pas nécessairement permettre, dans tous les cas, une continuation plaisante et fluide, disons, des relations sexuelles. Mais une façon qui pourrait être intéressante, par contre, si on veut vraiment le faire pendant, sans trop casser le mood, ça serait de détourner, faire une suggestion pour quelque chose qui nous plaît, puis mettre l'accent sur notre plaisir. Par exemple, disons qu'on se fait suggérer du sexe anal, puis nous autres, on n'aime vraiment pas ça. Alors là, on va dire, en fait, qu'est-ce qui m'exciterait vraiment plus, là, ce soit que moi, j'ai sur le top. Est-ce que tu aimerais ça? Alors là, on offre une suggestion, on détourne leur suggestion en offrant une autre suggestion, puis on met l'accent sur « hey, ça m'exciterait ». C'est vraiment important, le plaisir de sa partenaire, là. On valorise ça énormément. Alors, de communiquer ça à sa partenaire, ça peut même rajouter à l'excitation plutôt que de tuer le mood. Alors, ça, c'est une des façons de détourner, disons, un non franc et froid, disons. Juste parce qu'on est dans le contexte de Madame Lovary, est-ce que le sexe et les règles, c'est compatible? Ce serait quoi tes tuyaux par rapport à ça? Oui, absolument. Oui, c'est absolument compatible. On a quand même tendance il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent avoir peur d'avoir des relations sexuelles pendant leur menstruation parce qu'elles ont peur de soit dégoûter leur partenaire parce qu'elles pensent que c'est pas hygiénique ou qu'il peut y avoir des problématiques de contamination, même d'infection. Mais c'est quand même complètement faux. Du sang menstruel, c'est juste du sang menstruel. C'est pas dangereux d'avoir du sexe pendant ses règles. Puis, en tout cas, je pense qu'une des raisons pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on a quand même ces idées-là négatives envers les relations sexuelles pendant ces règles, c'est qu'on a zéro représentation de ça dans les médias.
C'est vraiment, on a zéro représentation de ça, que ce soit bon ou mauvais. Alors, on reste avec certains tabous, puis là, on perpétue ça un petit peu. Mais c'est ça, alors c'est pas dangereux. Puis, il y a énormément de personnes aussi que ça leur dérange tellement pas là, que leur partenaire ait leurs règles. Ils sont vraiment down, puis game d'avoir des relations sexuelles pendant. Ça dégoûte pas autant de personnes qu'on penserait, disons. Mais, cela dit, c'est comme, oui, c'est très important de normaliser, avoir des activités sexuelles pendant ces règles. Mais c'est quand même pas pour tout le monde. Il y en a pour qui, pendant leurs règles, ils se sentent vraiment plus fermés, ils ne sont pas émotionnellement ouverts, ce genre de choses-là. Ça va moins bien émotionnellement, alors ils ne sont pas dans un mindset pour avoir du sexe, ça c'est vraiment correct. Puis il y a d'autres personnes pour qui certaines activités sexuelles, notamment la pénétration, c'est vraiment un no-go parce que la douleur est trop intense. Alors, chez certaines personnes, comme par exemple les personnes qui ont l'endométriose, les relations sexuelles avec pénétration, ça peut être beaucoup trop douloureux. Alors, c'est vraiment mieux dans ces cas-là d'éviter. Mais ça, alors pour... si vous êtes game, là, mais que vous voulez juste pas salir votre lit, choisissez une serviette dédiée, étalez ça, let's go, on a du fun. Faut pas avoir peur. Aussi, de l'autre côté, si on est avec un partenaire avec pénis, puis on veut pas, la personne ne veut pas se laver après, la personne peut utiliser un condom. Alors, ça va couper un petit peu le nettoyage à faire. Puis sinon aussi, utiliser une coupe menstruelle. Je sais que vous êtes quand même une compagnie de bobettes menstruelles, mais pour ceux qui ont une coupe menstruelle, le tour est joué. Quand on porte ça pour du sexe oral, puis aussi pour la douleur pendant la pénétration, avoir une coupe menstruelle aussi, ça peut être bien pendant le sexe oral, ou bien d'autres sexes aussi. On peut avoir d'autres sortes de sexes. Stimulation avec les doigts, avec la bouche, avec des jouets aussi. Ouais. OK, donc, par exemple, on est dans un scénario, on est full dans le mood, on est prêt, on est dans le mood, on est prêt. Comment on fait pour demander le consentement et de consentir dans une situation où on est comme in the mood? C'est drôle, ça dépend des personnes. Hein? Comme je l'ai dit tantôt, on va beaucoup concevoir ça, demander le consentement, on va chercher un oui. T'sais? Mais c'est tellement rare que la personne va dire oui. On va utiliser tellement d'autres phrases, tellement différentes façons de le dire. Puis ça ne sera même pas nécessairement verbalement, en fait. Ça sera beaucoup avec le non-verbal. Alors, je dirais quand même que ça dépendrait dans quel contexte qu'on parle. Si on connaît très peu la personne, là, je pense que c'est mieux de faire un peu des deux. Avoir l'empathie, puis vraiment lire leur non-verbal, mais aussi clairement leur poser des questions pour avoir un consentement plus clair, plus verbal. Ça, c'est pas pour dire que dans une relation long terme, de ne pas faire ça, de jamais demander un consentement verbal. C'est juste qu'à cause qu'on connaît nos partenaires tellement bien, on peut apprendre sur les façons qu'il ou elle préfère se faire approcher pour des relations sexuelles. Mais ça, à demander pour des relations sexuelles, ça serait plus comme... on commence avec quelque chose de peu plus flirty. On peut proposer une activité sexuelle spécifique, ou bien on peut commencer quelque chose plus tôt, comme moi j'aimerais vraiment ça. On se tripote depuis tantôt. Est-ce que tu aimerais ça que... J'aimerais ça enlever ton t-shirt, est-ce que je peux? Ça m'exciterait de... Alors, encore une fois, c'est vraiment... Ça rend ça moins clinique, disons, quand on rajoute notre désir dans la question, notre plaisir dans la question, puis aussi en suggérant une activité, puis après ça, de demander « est-ce que je peux? » ou bien « est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que ça t'exciterait? »
Alors, tu sais, c'est comme des invitations. Ouais. OK. Et par exemple, est-ce que si on est dans une situation où on est vraiment plus comme déjà dans un acte plus avancé, ce serait quoi ta suggestion pour communiquer nos envies et nos besoins dans cette situation-là? En plein dans le feu, là. Ouais. Ben, tu sais, une façon de communiquer notre consentement, ce serait de dire, encore là, ce serait de communiquer notre plaisir, tu sais. Alors, ce serait de vraiment dire, ah, tu sais, ça m'excite quand tu me pognes une fesse comme ça, ou bien, c'est tellement bon qu'est-ce que tu fais avec ta bouche, là, tu sais, continue, j'aime ça, ou bien, tu sais, ça, c'est verbalement. Alors, il y a quand même des façons non verbales qu'on va beaucoup utiliser. Alors, juste avec les gémissements, sortes de bruits qu'on va faire, on va caresser, on va encourager avec la main, on va respirer plus fort. Notre corps, il va être plus engagé. Tandis que quand on n'est pas consentant, puis qu'on veut que l'autre personne s'en rende compte, sans verbaliser, là, qui va être souvent le cas pour plusieurs d'entre nous, là, on va faire tout le contraire. Notre corps ne sera plus très engagé. On va devenir plus rigide, plus raide. On va faire moins de bruit. On va avoir l'air peut-être plus comme si on s'ennuie ou si on est... ouais, c'est ça, bored, là. C'est des façons de le faire. Mais sinon, de l'inverse, de l'autre côté, demander le consentement, c'est encore là, c'est genre... C'est vraiment plus une quête du plaisir de l'autre. Est-ce que tu as du plaisir? Ça t'excite-tu quand je fais ça? Ou bien juste une question qui peut sembler comme rhétorique, là. Ou est-ce que tu fais juste dire comme « Ah ouais, t'aimes ça? » en réponse à des gémissements, par exemple, juste pour confirmer que ça va bien. Puis, tu sais, c'est que ça contribue au flow des relations sexuelles, puis à l'excitation aussi des deux partenaires. Donc ça, ce serait une façon... est-ce que c'est des façons de s'assurer que ton partenaire a du plaisir sans verbalisation? Ouais, ben, ou avec verbalisation, hein? Quand on essaie de confirmer si qu'est-ce qu'on voit, c'est vraiment du plaisir. Est-ce que tu aimes ça? Ah, ça t'excite quand je fais ça? Des choses comme ça. Ça peut nous aider à, disons, complémenter la lecture du non-verbal chez notre partenaire. J'avais une autre question un peu plus qui vient par rapport à l'éducation sexuelle. C'est comment, dans un monde aujourd'hui, où on voit par exemple l'importance des médias sociaux et de la sexualisation encore toujours des femmes, comment on peut justement enseigner à nos enfants ou aux jeunes femmes autour de nous et aux jeunes hommes autour de nous la sexualité authentique, une sexualité plus comme, je veux pas dire, authentique ou plus réelle, qui est moins stéréotypée, moins marquée par tout ce qui est justement l'environnement de la pornographie, des stéréotypes, de tout ce genre d'influence. Ben moi, la chose que j'aime le plus faire, là, c'est de briser les mythes qui entourent les sexes. Alors, on va vraiment mettre ça dans deux catégories. Toute la recherche même est là-dessus. On va vraiment catégoriser hommes, femmes. C'est quoi les différences? Quand on va trouver les différences, on va vraiment les exagérer. Puis on les voit dans les médias, on les voit dans la pornographie, ces exagérations-là. Alors moi, j'adore détruire ces mythes-là. Je les aborde, puis ça, j'ai détruit. L'idée, par exemple, que les hommes ils ont plus de désirs sexuels que les femmes, ça, c'est pas vrai. Alors, puis je montre la recherche qui le démontre aussi. Ça serait une éducation pour montrer à quel point on est les humains, peu importe c'est quoi leur sexe ou leur genre, on a beaucoup plus de similitudes que de différences fondamentales. Alors, de continuellement concevoir les hommes et les femmes, surtout, c'est quasiment comme des espèces différentes. Les femmes viennent de Vénus, puis les hommes viennent de Mars. Juste ça, c'est juste un exemple d'à quel point on va vraiment exagérer ces différences-là.
Alors ça, c'est ça, je pète tous les mythes. Alors, ce serait vraiment une chose à aller faire dans les écoles, je pense. Tu sais, ce serait vraiment de donner une vraie éducation à la sexualité, vraiment montrer, bon, ben, on va se dire les vraies choses. Voici qu'est-ce que tu vois à TV, puis qu'est-ce que tu vois dans les magazines, tu sais, les romans, etc. Puis dans la porno aussi. Puis voici la réalité. Mhm. Alors, vraiment, vraiment, ça serait aussi comme un peu une éducation à... comment tu appelles ça? Ben, en anglais, c'est media literacy. Alors, ce serait quoi? Comme l'alphabétisation médiatique, je ne sais pas, la littératie médiatique, je ne sais pas. Mais ouais, alors, ce serait comme un peu éduquer les gens à comment regarder ces choses-là, parce on baigne là-dedans, on ne peut pas s'en sauver, là. Regarder ces représentations médiatiques-là, mais avec un regard critique. Alors, ce serait vraiment d'éduquer une pensée critique par rapport à tout ça. OK. Ben, parfait. Un grand merci, Léa, pour toutes ces informations. On va passer à notre petite pause publicitaire, j'allais dire. Mais en fait, ça va être une publicité très rapide. C'est à nouveau, j'envoie l'invitation à toutes celles ici présentes de venir nous rejoindre dans la Villa Lovari après la table rouge. Ça va être, je pense, tout bonus pour tout le monde. Ça va être enrichissant puis stimulant. Puis sans plus tarder, j'aimerais inviter Zila à faire la pause artistique pour présenter et nous illuminer sur tout ce qui est du recyclage. Zila, es-tu prête? Ouais. Métal, fer, plastique, carton, papier, that's it. Métal, verre, plastique, carton, papier, that's it. Mets ça dans ton bac. À la claire, je ne sais pas si vous connaissez, mais ouais, c'est important de respecter notre recyclage. Puis, OK, je suis stressée. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, moi, aujourd'hui, que je veux que vous ayez confiance en vous, puis confiance au recyclage au Québec, parce qu'on a entendu toutes sortes de choses. Dernièrement, oui, OK, les marchés asiatiques arrêtent le papier, mais mélangé. Puis aussi, bon, ils vont tout le temps, les journalistes, au Centre de tri de Montréal, puis Châteauguay, qui est les deux pires. On en a quand même 23, puis ça va quand même bien. Puis il y a beaucoup de choses qui vont bien. Fait que c'est facile de se dire, ah, je ne vais pas recycler. Anyway, ça ne va pas se faire recycler. Tu sais, le cerveau humain, des fois, il se trouve des excuses pour ne pas faire les trucs. Fait que, ben, c'est ça, on va regarder ça ensemble. Donc, ben, quand on met ça dans notre bac bleu, ouvert, selon où vous êtes, parce qu'encore là, il faut être attentif. Selon où on est, ça peut être une différente couleur. Ben là, ça s'est envoyé dans un des 23 centres de tri. Puis là, ben là, ça arrive là-bas. Là, c'est pas fini parce que là, il y a du monde qui met toutes sortes de choses bizarres. Fait que là, il y a du monde qui font le premier recyclage que je dis, en fait, c'est l'éco-centre un peu ou les grosses choses. Parce qu'au centre de tri, en fait, c'est plus les trucs de la vie de tous les jours. Puis à l'éco-centre, ça va être les gros appareils, les métals combinés, les électroménagers, qu'est-ce qui est toxique. Parce qu'il y a du monde qui travaille dans le centre de tri. C'est ça que j'aimais que de la chanson, on met ça dans ton bac parce qu'on voit qu'il y a du monde pour vrai, puis c'est des machines. Fait que s'il y a les choses qui sont mélangées, ça ne marchera pas. Donc, tout ce qui est toxique, propane, peinture, bien ça va à l'éco-centre. Fait que là, après ça, bon, on retourne là, on est à l'éco-centre. La première chose qui est recyclée que tout le monde sait, le papier. Donc, le papier, ça se recycle bien. On est super chanceux, même s'il y a des agrafes, des petits trombones, pas besoin de les enlever, pas besoin d'enlever aussi le petit plastique là, c'est bien correct. Les boudins aussi, tout est recyclé là, il n'y a pas de problème dans l'effet mécanique. La plus grosse erreur, puis il y a quelqu'un qui fait ça toute la journée presque, c'est les publisacs. Il faut les ouvrir, c'est important de les ouvrir. Ou encore mieux, ben, d'écrire devant chez vous, pas de circulaire, parce que la meilleure chose tout le temps, c'est de réduire. On parle souvent du recyclage, mais les 3 R, là, réduire, réutiliser, réparer. Donc, il y a des choses aussi qui vont, le monde, ils veulent donner des choses, puis ça se ramasse au recyclage, mais il y a des centres de dons pour ça. Fait que c'est bien d'y penser. Fait que sinon, le papier, par exemple, s'il est souillé, les mouchoirs, les essuie-tout, le papier ciré aussi, que ça va être comme pas détecté, bien ça, on n'amène pas ça là, au centre de tri, on met ça là, dans la poubelle. Deuxième chose, le carton. Donc, carton, même chose, s'il est propre, ça va bien. S'il est souillé, on ne met pas ça là. Le compost, il adore le carton, donc c'est génial là, de donner le carton là, à notre compost. Puis,
S'il est mélangé, ça ne marche pas non plus. Fait que les Pringles ou les arachides, là, ben ça, on ne peut pas mettre ça. Il faut toujours se dire pas mélangé, pas dangereux. Ça, c'est bon. Donc, on continue. Le verre. Donc, le verre, pour vrai, c'est une des choses qui fait qu'on n'est pas très bon au Québec en recyclage parce que c'est du verre vert qu'on a souvent, alors que nous, on produit du blanc puis du brun. Mais tous les emballages, là, les contenants en verre, ben, on peut quand même les recycler. Puis bon, on va s'améliorer. Là, déjà, Tricentris, là, qui ont 3 centres de tri, ils ont une plug avec une usine qui fait que ça va se recycler. Puis on parle peut-être de consignes ou de choses comme ça. Donc, on est bien content. C'est pas des verres comme ça. Ça, c'est un autre type de verre. En fait, tous les ustensiles, poteries, il n'y a rien de tout ça qui va dans le recyclage. Ça va à donner. C'est vraiment important. Après ça, on a notre métal. Donc, le métal qu'on utilise dans la vie de tous les jours, là, les conserves, on peut le recycler. Pas besoin d'enlever encore l'étiquette. Youhou! Pas besoin de perdre votre temps avec ça, ça c'est correct. Puis aussi, l'aluminium, le monde, il se demande, ben, qu'est-ce qui est important, c'est que ça ne souille pas les autres matières. Fait que si jamais c'est sale, ben, on fait une boule. Fait que votre reste de poutine, là, ben, vous ne laissez pas de frites là, pour quelqu'un du centre de tri, mais on ferme ça, puis on peut là, avoir là, notre métal. Puis voilà, c'est important, là, pas, ouais, c'est ça, pas de batterie, pas d'ordi, là, juste une batterie, ça va contaminer tout le recyclage d'une rue au complet, là. Donc, voilà. Puis maintenant, le plastique. Donc, les plastiques, c'est les trucs les plus durs, souvent que le monde sont mélangés. En fait, il y a les thermoplastiques, qui sont ceux qui se recyclent, puis les thermodurcissables qui ne se recyclent pas. Quand le plastique est dur, il ne peut plus se retransformer. Fait que les bacs de fleurs, les trucs comme ça, ou les jouets. Les jouets, ça ne peut pas se recycler. Mais dès qu'on a ce symbole-là de ruban de Moïse avec le chiffre de 1 à 6, ben, 1 à 7, là, ça peut se recycler. Le 6, le fameux plastique 6, ça, c'est qu'est-ce qui mélange. Il y a juste à Québec, à Matane, à Rimouski, qu'on peut le recycler. Il faut regarder chez soi. C'est parce que c'est fait de 98 d'air. Fait que ça, c'est les cuillères, puis les petits pots de yogourt, puis les ustensiles de plastique là, qu'on se fait tout le temps dire. Fait que ça va aux poubelles, là, sauf si on est à Québec. C'est possible de le recycler, c'est juste que c'est pas rentable, puis on est une des seuls endroits au monde là, qui le font. Là. Donc, ça, c'est bon, ça va peut-être aller, mais le but, c'est d'utiliser le moins possible. Mais c'est ça, le plastique 1 puis le plastique 2, là, ça se recycle super bien. On a des centres de transformation là, ici aussi. Puis, pour savoir, là, c'est ça, c'est vraiment des contenants. Puis, est-ce que le plastique, il s'étire bien? Fait on recycle les sacs de sacs. Puis, pour savoir si c'est recyclable, ben, faut que vous voyez, s'il s'étire bien, c'est que ça va être recyclable. Ça, mettons un sac de céréales, ben là, c'est pas... On ne peut pas l'étirer parce qu'il est serré puis il est contaminé avec une autre matière. Fait que ça ne va pas dans le recyclage. Un sac de chips aussi, on voit qu'il y a de l'aluminium. Fait que ça, non plus, ça ne va pas dans le recyclage. On jette ça à la poubelle. Donc, puis aussi, ben, c'est ça, tous les contenants, là, mettons, ben, c'est important là, de séparer là, toutes les matières. Fait que, en tout cas, je suis allée vite, vite. Je vais être dans l'Agora tantôt. Si vous avez des questions spécifiques, n'importe quelle région, là, vous viendrez me voir, puis je pourrai vous expliquer tout ça. Hey, un grand merci, Zila. C'est toujours le moment un peu rapide, mais c'est là, on essaie de faire un crunch time juicy pour nous inspirer aussi dans notre quotidien et pour être plus aligné avec notre recycling style. Ça m'a toujours, ma rencontre avec toi m'avait beaucoup illuminé sur mes habitudes pas trop justes de mon recyclage. En tout cas, juste une petite parenthèse pour l'espace Agora, ça se passe en général sur Chrome et sur votre ordi. Donc, si vous êtes sur votre téléphone, ça ne va pas être fluide pour cette fois-ci. Et si vous avez Safari, c'est peut-être le moment de downloader Chrome pour que vous puissiez accéder à la plateforme. Donc, maintenant, c'est le moment des questions et des réponses du public à Léa.